La maison dans la vallée. Moi, Jefferson Bates, j'écris cette déposition, sachant pertinemment que, quelles que soient les circonstances, il ne me reste plus longtemps à vivre. Je la rédige, afin que soit rendue justice à ceux qui me survivront, et par la même occasion, pour m'innocenter des accusations pour lesquelles j'ai été injustement condamné. Un grand Américain malheureusement méconnu écrivit autrefois « Ce qu'il y a de plus miséricordieux dans ce monde, c'est l'incapacité pour un esprit humain de faire le rapport entre toutes ses connaissances. » Néanmoins, j'ai disposé du temps nécessaire pour réfléchir et méditer, et je suis parvenu à classer mes souvenirs dans un ordre que je n'aurais pas envisagé un seul instant il y a encore 1 an. Ce fut bien entendu au cours de cette année que mes ennuis commencèrent. J'utilise ce terme car je ne vois pas quel autre nom leur donner. Si je devais préciser le jour, je suppose qu'en toute équité ce serait celui où Brent Nicholson me téléphona à Boston pour me dire qu'il avait découvert et loué à mon nom l'endroit isolé d'une grande beauté naturelle que je cherchais pour exécuter des tableaux que j'avais depuis longtemps en tête. Cet endroit se situait dans une vallée presque perdue, près d'un large ruisseau, légèrement en retrait par rapport à la côte du Massachusetts, dans les environs des vieilles bâtisses d'Arkham et de Dunwich. Tous les artistes de la région connaissaient ces bâtisses, avec leur curieuse architecture de toits en croupe, si plaisante à l'œil et en même temps si déprimante. À vrai dire, j'ai hésité. Il y avait toujours quelques confrères qui allaient peindre un jour ou l'autre à Arkham, Dunwich ou Kingston, et c'était précisément ce genre de gens que je voulais éviter. Mais Nicholson finit par me persuader, et moins d'une semaine plus tard, je me trouvais sur place. Je découvris une grande villa, ancienne comme la plupart des maisons d'Arkham, construite dans une petite vallée qui avait dû être fertile, mais où l'on n'apercevait plus aucune trace de culture. Elle se dressait au milieu de pins décharnés, entourée d'une haute clôture. Le long d'un mur courait un large et clair ruisseau. Vue d'une certaine distance, cette villa paraissait très attrayante, mais elle l'était beaucoup moins quand on s'en approchait. Tout d'abord, elle était peinte en noir, et cette sombre couleur dégageait une espèce de sourde menace. Ses fenêtres, dépourvues de rideaux, regardaient tristement vers l'extérieur. Le rez-de-chaussée était entouré d'une véranda étroite sur laquelle on avait entassé des débris de toutes sortes. Sacs de toile soigneusement liés, chaises à moitié pourries, porte-manteaux, tables, et tout un singulier assortiment de vieux objets domestiques qui semblaient destinés à empêcher quelqu'un ou quelque chose de sortir, à moins que ce ne fût d'entrer. Cette barricade avait visiblement été dressée depuis longtemps. Le temps avait marqué les objets de son empreinte. Les raisons qui avaient fait durer cet obstacle étaient inconnues de l'agent immobilier, à qui j'écrivis pour obtenir des renseignements, mais elles donnaient curieusement à la villa l'apparence d'un bâtiment occupé, bien qu'il n'y eût aucun signe de vie et que rien n'indiquât que quelqu'un eût vécu dans ces murs depuis des années. Mais c'est une impression qu'il me fut impossible d'effacer. Il était pourtant facile de voir que personne n'était entré dans la maison, pas même Nicholson ou l'agent immobilier, car la barricade s'élevait devant la porte principale et la porte de service de cette bâtisse presque carrée, et je dus moi-même en démolir une partie pour entrer. Une fois à l'intérieur, j'éprouvai encore plus fortement la sensation de ne pas être le seul occupant des lieux. Mais il y avait une grande différence, un profond contraste avec la tristesse de l'extérieur et de sa peinture noire. Ici, tout était clair et étonnamment propre, malgré la longue période pendant laquelle la maison était restée inoccupée. La villa était meublée sobrement, c'est vrai, mais suffisamment, bien qu'il me semblât que tout ce qui n'était pas indispensable se trouvait sur la barricade.
L'intérieur de la villa correspondait à l'aspect de boîte qu'elle donnait de l'extérieur. Elle comportait 4 pièces au rez-de-chaussée, une chambre, une petite cuisine, une salle à manger et un salon. Le premier étage était constitué de 4 autres pièces de même dimension, 3 chambres et un débarras. Il y avait plusieurs fenêtres dans toutes les pièces, dont certaines face au nord, ce qui était une bénédiction pour moi, car la lumière du nord est la plus recherchée pour la peinture. Je considérais le premier étage comme sans intérêt, aussi je choisis comme atelier la chambre du rez-de-chaussée, à l'angle nord-ouest, et y déposais tout mon matériel, sans un regard pour le lit que je poussais de côté. Après tout, j'étais venu travailler et non pas recevoir des visiteurs. J'avais apporté tellement de matériel et ma voiture était si chargée qu'il m'a fallu presque une demi-journée pour tout transporter dans la maison et m'y installer à mon gré, après avoir dégagé la porte de derrière, comme j'avais dégagé celle de la façade, car je tenais à pouvoir entrer et sortir par les 2 côtés de la villa. Une fois installé, une torche électrique chassant l'obscurité naissante, je relus, une fois de plus, la lettre de Nicholson pour prendre note mentalement des renseignements qu'il me donnait. Tu seras parfaitement isolé. Les voisins les plus proches se trouvent à plus d'1 mille. Ce sont les Perkins, sur la crête au sud de la maison, un peu plus loin, les Morts, à l'opposé, c'est-à-dire au nord, les Bowden. La raison pour laquelle cette maison est abandonnée depuis longtemps devrait t'intéresser. Personne ne veut la louer ni l'acheter parce qu'elle a été autrefois occupée par une de ces étranges et vieilles familles si fréquentes dans les zones rurales isolées, les Bishop. Le dernier survivant de cette famille, un grand bonhomme décharné prénommé Seth, a commis un meurtre dans la maison. Aussi les gens superstitieux du coin refusent-ils d'utiliser la villa ou de travailler la terre qui l'entoure. Si tu en as le courage, tu pourras découvrir qu'elle est pourtant très fertile. Un meurtrier peut très bien être un artiste à sa manière, je suppose, mais ce n'était pas le cas de Seth. J'en ai peur, il semble qu'il ait tué cruellement et sans mobile bien défini. Sa victime était un de ses voisins, à ce que j'ai cru comprendre. Il l'a purement et simplement égorgé. Seth était ce qu'on appelle une force de la nature. Ce crime me donne froid dans le dos, mais à toi, sûrement pas. La victime était un Bowden. Il y a le téléphone qu'on doit venir brancher, je l'ai demandé. La maison a son propre générateur. Elle n'est donc pas aussi vieille qu'on le dirait. Cela dit, le générateur a été installé alors que la villa a été construite depuis longtemps. Il se trouve à la cave, m'a-t-on dit. Il ne fonctionne peut-être plus. Il n'y a pas l'eau courante, désolé. Mais il y a une pompe dans le jardin. Et tu as besoin d'exercice pour te garder en forme. Tu ne peux tout de même pas rester tout le temps assis devant ton chevalet. La maison semble encore plus isolée qu'elle ne l'est en réalité. Si tu te sens seul, téléphone-moi. Le générateur dont il parlait dans sa lettre ne fonctionnait pas, bien entendu. Il n'y avait donc aucune lumière dans la maison. Mais le téléphone avait effectivement été branché, comme je le constatais en demandant le village le plus proche, qui s'appelait Aylesbury. J'étais fatigué ce premier soir et j'allais me coucher de bonne heure. J'avais apporté de quoi faire un lit, bien entendu, car je n'espérais pas trouver de drap ni de couverture dans une villa vide depuis si longtemps, et je m'endormis rapidement. Depuis la première seconde où j'avais mis le pied dans cette maison, j'éprouvais la vague mais tenace impression de ne pas être le seul occupant des lieux, bien que je fusse convaincu du ridicule de cette sensation, car j'avais fouillé de fond en comble la villa et ses dépendances, peu après mon arrivée, et je n'avais découvert aucune cachette qui pût renfermer quelqu'un. Chaque demeure, tous les êtres sensibles le savent fort bien, possède une atmosphère qui lui est propre. Cette atmosphère ne comporte pas seulement l'odeur du bois, des pierres ou de la peinture. Non, il y a aussi ces empreintes des gens qui ont habité la maison et des événements qui se sont produits dans ces murs. L'atmosphère de la demeure des Bishop défiait une description précise. J'y trouvais l'habituelle odeur de renfermé et de moisissure que dégage tout vieux bâtiment, et aussi les relents d'humidité qui émanaient de la cave, mais je devinais aussi, derrière cette odeur, quelque chose de plus important, quelque chose qui donnait à la maison une aura de vie, comme si elle avait été un animal endormi, attendant avec une patience infinie
un événement qu'il sait devoir se produire un jour ou l'autre. Cela n'entraînait, je m'empresse de le dire, aucun sentiment de malaise. Pendant la première semaine, je n'éprouvais à aucun moment la moindre crainte ou appréhension, et cela ne me préoccupa pas une seconde avant un beau matin de la semaine suivante, alors que j'avais déjà terminé 2 toiles imaginatives et que je m'attaquais à une 3e. J'avais conscience ce matin-là d'être observé. Je me dis tout d'abord en plaisantant que c'était bien entendu la maison qui me regardait travailler, car ses fenêtres ressemblaient à des yeux blancs au milieu de ces murs noirs. Mais je devinais que mon observateur se trouvait quelque part derrière moi, et de temps en temps je jetais un coup d'œil vers la lisière du petit bois qui s'étendait au sud-ouest de la villa. Je finis enfin par localiser mon espion. Je me tournai face au buisson où il se tenait caché. « Sortez donc !» criai-je. « Je sais que vous êtes là. » À ces mots, un grand garçon, au visage couvert de taches de rousseur, se leva et se tint debout face à moi, me fixant d'un regard dur et sombre, à la fois soupçonneux et agressif. « Bonjour, lui lançai-je. Il me fit signe de la tête, sans dire quoi que ce fût. « Si ça vous intéresse, approchez, venez voir, je vous en prie. » Il parut se détendre un peu et sortit des buissons. Il avait, je le voyais bien maintenant, une 20aine d'années. Il portait un pantalon délavé et marchait nu-pieds. C'était un garçon agile, assez musclé, et certainement vif et alerte. Il avança un peu, juste assez pour observer ce que je faisais, et il s'arrêta. Il me gratifia d'un examen complet. Puis il se décida à parler. « Vous vous appelez Bishop ?» Bien sûr, les voisins devaient obligatoirement penser qu'un membre de la famille s'était manifesté d'un coin perdu de la terre pour réclamer la propriété abandonnée. Le nom de Jefferson Bates ne signifierait rien pour lui. Toutefois, je répugnais curieusement à lui donner mon nom, sans comprendre pourquoi. Je lui répondis très amicalement que je ne m'appelais pas Bishop, que je n'étais pas un parent non plus, mais que j'avais loué la villa pour l'été, et même un peu plus, si je m'y plaisais. « Je m'appelle Perkins, dit-il. Bud Perkins, de là-haut. » Il fit un geste en direction de la crête située au sud. « Heureux de vous connaître. Vous êtes là depuis une semaine ?» reprit Bud, m'apprenant ainsi que mon arrivée dans la vallée n'était pas passée inaperçue. « Et vous êtes encore là ?» Il semblait profondément surpris, comme si le fait de me trouver encore dans la villa des Bishops une semaine après mon arrivée était un événement étrange. « Je veux dire... poursuivit-il, il ne vous est rien arrivé. Avec tout ce qui se passe dans la maison, c'est étonnant. »« Qu'est-ce qui se passe donc ?»« Vous ne savez pas ?» demanda-t-il, bouche bée. « Je suis au courant de l'histoire de Seth Bishop, si c'est à cet incident que vous faites allusion. » Il secoua vigoureusement la tête. « Ce n'est pas tout, monsieur. Je ne mettrai pas les pieds dans cette maison, même si on me payait très cher. J'en ai déjà la chair de poule de me tenir aussi près. » Il fronça les sourcils. « C'est un endroit qu'il aurait fallu réduire en cendres depuis longtemps. On se demande ce que faisaient les Bishops pendant toute la nuit. »« C'est très propre, dis-je, c'est très confortable, il n'y a pas la moindre souris. »« Oh, si seulement c'était des souris. Attendez, vous verrez. » Sur ces mots, il se détourna et disparut dans les bois. Je devinais que bien des superstitions locales avaient dû naître au sujet de la villa abandonnée. Il était naturel qu'on la crût hantée. Néanmoins, la visite de Bud Perkins me laissa une impression de profond malaise. J'avais manifestement été observé en secret depuis mon arrivée. Je savais qu'un nouvel arrivant était toujours un objet de curiosité dans une région comme celle-ci, mais je sentais que l'intérêt de mes voisins n'était pas de même nature. Ils prévoyaient un événement quelconque, ils l'attendaient. Seul le fait que rien ne se fût passé avait attiré Bud Perkins dans les parages. Ce fut cette nuit-là que se produisit le premier incident anormal. Les paroles ambiguës de Bud Perkins n'y étaient sans doute pas étrangères, car elles m'incitèrent à attendre une manifestation insolite.
En tout cas, l'incident fut très vague, presque négligeable, et je pouvais lui trouver une bonne douzaine d'explications. C'est seulement à la lumière des événements qui suivirent qu'il prit toute sa signification. Il se produisit aux environs de 2 heures du matin. Je fus tiré de mon sommeil par un bruit inhabituel. Un homme qui change de résidence s'accoutume progressivement aux sons nocturnes qui lui parviennent, et après une période d'adaptation plus ou moins brève, il les accepte dans son sommeil. Mais tout bruit nouveau peut le réveiller. Ainsi, un citadin qui passera plusieurs nuits dans une ferme s'habituera aux cris des poules, des oiseaux et des grenouilles. Mais il pourrait être réveillé par le coassement d'un crapaud, parce que ce coassement sera étranger aux concerts nocturnes qu'il a l'habitude d'entendre. Je fus donc tiré de mon sommeil par un bruit qui n'appartenait pas au concert des engoulevents, des chouettes, des insectes et autres animaux nocturnes. Ce nouveau bruit était un bruit souterrain, c'est-à-dire qu'il semblait provenir de bien au-dessous de la maison, bien plus bas que la surface de la terre. Il pouvait avoir été produit par un glissement de terrain, une fissure qui se serait ouverte puis refermée, ou par une brève secousse sismique, mais ce qui semblait étrange, c'était que ce bruit se reproduisait avec une certaine régularité, comme s'il avait été provoqué par une énorme masse se déplaçant dans une caverne colossale située sous la villa. Mais je l'entendis pendant une demi-heure environ. Le bruit sembla naître à l'est, s'approcher, puis s'éloigner dans la même direction, avant de s'éteindre, progressivement. Je n'en suis pas certain, mais les murs de la maison parurent vibrer à l'unisson de ce bruit. Ce fut peut-être cet incident nocturne qui m'incita le lendemain à fouiner dans le débarras, espérant y découvrir pourquoi mon jeune visiteur avait posé ce genre de questions sur les bishops. Qu'avaient donc fait mes prédécesseurs pour susciter chez leurs voisins une opinion aussi défavorable? Le débarras était moins encombré que je ne le craignais, peut-être parce qu'on avait préféré entasser les objets de rebut sous la véranda. La seule découverte étonnante que je fis fut une rangée de livres, dont certains étaient ouverts, prouvant ainsi qu'un des membres de la famille devait les étudier quand la tragédie l'avait surpris. Ces livres étaient extrêmement variés. Un certain nombre d'entre eux étaient des traités de jardinage. C'étaient de très vieux ouvrages. Je pensais qu'un membre de la famille les avait volontairement ou non mis à l'écart et qu'ils n'avaient été découverts à nouveau que bien plus tard. Je jetai un coup d'œil à 2 ou 3 d'entre eux et je les trouvais absolument inutilisables de nos jours, car ils décrivaient des méthodes de culture pour des plantes qui m'étaient pour la plupart inconnues. Hellebore, mandragore, morel noir, avelinier et bien d'autres encore. Les quelques pages qui traitaient de plantes plus familières énonçaient de vieilles superstitions qui ne signifiaient plus rien dans notre monde moderne. Il y avait aussi un recueil avec une couverture en papier consacrée à la science des rêves. Il ne semblait pas avoir été lu souvent. Il était recouvert de poussière et le rapide examen auquel je me livrais ne me permit pas de tirer une quelconque conclusion à ce sujet. C'était un de ces livres bon marché, à la mode il y a 2 ou 3 générations, et son interprétation des rêves était des plus ordinaires. En bref, c'était le genre d'ouvrage qu'un campagnard peu instruit devait acheter, en pensant acquérir ainsi des connaissances scientifiques. En fait, un seul de tous ces recueils m'intéressa. Il était très curieux. C'était un ouvrage monumental, entièrement copié à la main, dont les feuillets étaient rassemblés au moyen d'une ingénieuse reliure en bois. Il ne possédait probablement aucune valeur littéraire, mais il aurait mérité de figurer dans un musée des curiosités. Sur le moment, je n'y jetai qu'un coup d'œil rapide, car il semblait composé d'une suite de considérations difficiles à comprendre et qui ressemblaient aux inepties du traité sur les rêves. Son titre, grossièrement calligraphié, indiquait que son contenu avait été rédigé à base d'ouvrages qui faisaient partie d'une vieille bibliothèque. Seth Bishop, son œuvre, extrait du Necronomicon, du culte des Ghouls, des manuscrits pnacotiques et du texte de R'lyeh, copié de sa propre main par Seth Bishop de 1919 à 1923.
Sous ces lignes d'une écriture surprenante pour un homme supposé être ignorant, il avait apposé sa signature. En poursuivant mes recherches, je découvris plusieurs autres volumes qui se rapportaient au traité sur les rêves. Par exemple, une copie du célèbre 7e livre de Moïse, un texte très prisé des membres de vieilles sectes de Pennsylvanie. Je le savais pour avoir lu dernièrement le récit d'un crime commis au nom de cette secte. Par exemple encore, un petit recueil de prières qui semblait des sujets de dérision, car elles s'adressaient à Azraël, à Satan et à quelques autres démons. Il n'y avait aucun ouvrage de valeur dans tout le lot. Leur présence indiquait seulement un sombre intérêt de la part des différentes générations de la famille Bishop. Il était clair, en effet, que le propriétaire des livres de jardinage avait été probablement le grand-père de Seth, alors que le lecteur du recueil sur les rêves, ainsi que du livre de Moïse, était sans doute un membre de la génération de son père. Enfin, Seth lui-même s'était intéressé à des sciences plus obscures. Les ouvrages que le dernier membre de la famille avait copiés semblaient toutefois plus ardus que ceux que je me serais attendu à trouver entre les mains d'un homme qui ne possédait que peu de connaissances. Ce détail m'étonna, et je pris la décision de faire une petite enquête à Aylesbury. Je me rendis dans une boutique située un peu à l'écart, à l'extrémité du village, et où je supposais que Seth se ravitaillait, car il avait la réputation d'être assez peu sociable. Son propriétaire, qui se trouvait être un parent éloigné de Seth par sa mère, me parut peu disposé à se montrer loquace. Mais je parvins tout de même à obtenir quelques réponses à mes questions insistantes. Il s'appelait Obed Marsh. D'après lui, Seth s'était montré dès le début, c'est-à-dire sans doute dans son enfance et son adolescence, plus arriéré que tous ceux du clan. Vers sa 20e année, il était devenu bizarre, ce qui, dans le langage de Marsh, voulait dire que Seth avait mené une vie de plus en plus solitaire. Il avait parlé à cette époque avec insistance de rêves étranges qui le tourmentaient sans cesse, de bruits qu'il entendait et de visions qu'il avait eues à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Au bout de 2 ou 3 ans, il n'en avait plus parlé. En revanche, il s'était enfermé dans une pièce du rez-de-chaussée qui, d'après la description de Marsh, ne pouvait être que le débarras, et il lisait tout ce qui lui tombait sous la main, bien qu'il n'eût jamais été capable de passer le 4e degré. Plus tard, il s'était rendu à Arkham, à la bibliothèque de l'université miskatonique, et avait pris connaissance d'autres recueils. Après cette instruction, Seth était rentré chez lui et avait vécu en sauvage jusqu'à son coup de folie, l'horrible meurtre d'Amos Bowden. J'en déduisis que son pauvre cerveau, peu doué pour l'étude, avait tenté désespérément d'assimiler des connaissances nombreuses et variées. Mais cette soif d'apprendre avait finalement achevé de troubler les méninges chancelantes de Seth et l'avait conduit à la folie. Du moins, c'est ce que je pensais en retournant à la villa des Bishops. Cette nuit-là, les événements prirent un tour singulier. Mais, comme pour d'autres péripéties de cet étrange séjour, je ne saisis pas immédiatement les implications de ce qui se passait. Exposé rapidement, il semblerait ridicule que cela m'eût donné une raison de réfléchir. Ce fut tout simplement un rêve qui me hanta cette nuit-là. Même en tant que rêve, il n'était pas tellement horrifiant ni même effrayant, mais plutôt étrange et impressionnant. Je rêvais que je dormais dans la maison des Bishops, tandis qu'un indéfinissable mais réel et abondant nuage, vapeur ou brouillard, surgissait de la cave et envahissait la maison, traversant le plancher et les murs, et voilant les meubles, mais sans détériorer quoi que ce fût, avant de prendre peu à peu une forme précise, la forme d'une immense créature amorphe, avec des tentacules qui s'articulaient autour d'un visage monstrueux et ondulaient comme des serpents, pendant que se faisait entendre une étrange lamentation, avec en fond sonore un concert d'instruments mystérieux qui jouait une musique extraterrestre et une voix humaine qui chantait des mots inhumains que je transcrirai approximativement de la manière suivante. Fnglui, mnglaumnafs,
Stulu, Relievuga, Nagle, Tag. Ensuite, la créature emplissait tout l'espace et enveloppait le dormeur, qui était moi-même. Puis elle se dissolvait dans un long et sombre tunnel où avançait un être humain, qui ressemblait fortement à la description qu'on m'avait faite de cette Bishop. Cet homme grandissait, devenant aussi volumineux que le nuage de brouillard, puis disparaissait, comme il était venu, en se fondant avec la forme endormie sur le lit de cette maison, dans la vallée. Aujourd'hui, à la réflexion, ce rêve n'avait aucun sens. Ce n'était qu'un cauchemar, sans aucun doute, mais il ne me causa aucune frayeur. Je semblais avoir conscience d'un événement considérable qui m'arrivait, ou allait m'arriver, et comme je ne pouvais pas le comprendre, je ne pouvais donc pas non plus le craindre. Mieux, la créature amorphe, la voix qui chantait, les lamentations et la musique étrange donnaient à mon rêve un caractère rituel. À mon réveil, le lendemain, j'eus l'impression de pouvoir revivre mon rêve. J'étais obsédé par la pensée d'avoir déjà eu connaissance de certains de ces aspects. Quelque part, j'avais entendu ou vu les paroles de ce chant mystérieux, et cette pensée en tête, je retournais une fois de plus dans le débarras et feuilletais à nouveau l'invraisemblable livre écrit à la main par cette Bishop. Je cherchais ça et là, avant de découvrir avec étonnement que le texte évoquait les croyances envers des dieux du bien et des dieux du mal, et un conflit qui avait opposé les grands anciens à des créatures comme Astur, Yog-Sothoth et Stulu. Cette allusion mythologique me sembla familière, et après quelques recherches, je découvris une reproduction et une adaptation du chant qui avait hanté mon rêve, écrite de la main de cette Bishop. Dans son abri, Arlié, le grand Stulu attend en rêve. Le plus étonnant de cette découverte était que je n'avais certainement pas lu cette transcription lors de mon premier examen. J'avais peut-être vu Stulu, mais rien de plus lors de mon rapide coup d'œil au manuscrit de Bishop. Comment pouvais-je donc avoir deviné la présence d'une telle phrase, alors que je n'en avais pas connaissance, même pas dans mon subconscient? L'esprit humain ne peut en général pas créer un rêve à partir d'éléments dont il ne soupçonne pas l'existence. C'était pourtant ce que je venais de faire. Encore plus étrange, alors que je lisais les textes souvent choquants des cultes diaboliques et des légendes incroyables, je retrouvais de vagues descriptions d'une créature ressemblant étonnamment à celle de mon rêve. Non d'une créature de brouillard ou de vapeur, mais d'un être concret qui correspondait à une image que je ne connaissais pourtant pas, ce qui constituait une seconde réminiscence d'une chose qui m'était pourtant étrangère. J'avais entendu parler, bien entendu, des forces psychiques, ces forces cachées derrière le décor apparent de tout événement, que cet événement fût une grave tragédie survenue au genre humain, ou la manifestation d'un sentiment violent, amour, haine, peur. Il était possible qu'une influence de cette nature eût provoqué mon rêve, comme si l'atmosphère de la maison m'avait envahi et submergé pendant mon sommeil, ce que je ne considérais pas comme impossible, tant cette vieille demeure renfermait entre ses murs une extraordinaire puissance de suggestion dont j'ignorais l'origine. Cependant, il était midi, et la faim commençait à me tenailler, mais une force mystérieuse m'incitait à me rendre à la cave pour y accomplir un nouveau pas à la poursuite de mon rêve. J'y descendis aussitôt, et après des recherches épuisantes, au cours desquelles je dus déplacer des rayonnages de bois portant des bocaux de fruits et de légumes en conserve, je découvris un passage dans un mur. C'était l'entrée d'une sorte de tunnel, dans lequel je m'aventurais sans hésiter. Je ne pus aller bien loin. La profondeur de l'obscurité qui y régnait, et la pauvreté de la lueur de ma lampe, ainsi que l'humidité du sol sur lequel je marchais, me contraignirent à rebrousser chemin. J'eus tout de même le temps d'apercevoir de vieux ossements, à demi enfouis dans le sol. Quand je retournai dans le tunnel, après avoir muni ma torche électrique d'une pile neuve, j'acquis rapidement une certitude. Les ossements appartenaient à des animaux, et à des animaux relativement nombreux.
Je n'étais pas étonné outre mesure de les trouver dans ce souterrain, mais je me demandais toutefois comment ils avaient pu s'y introduire. Je ne m'attardai pas longtemps sur ce problème. Je préférais pour l'instant poursuivre mon avance dans le tunnel qui semblait se diriger vers la côte. Je marchai longtemps et me retrouvai brusquement devant un mur de terre. Un éboulement s'était produit, mais le tunnel devait certainement se poursuivre au-delà de cette masse de terre. Quand je ressortis enfin, l'après-midi était bien avancé, et je mourais de faim. J'étais arrivé à deux conclusions. Tout d'abord, le tunnel n'était pas une cavité naturelle, du moins dans la partie où la terre s'était éboulée. Quelqu'un l'avait manifestement creusé. Et ensuite, il avait été utilisé à de sombres fins que je ne pouvais préciser. J'en ignore la raison, mais ces découvertes m'avaient mis dans un surprenant état d'excitation. Si j'avais été à l'époque parfaitement maître de moi, j'aurais compris que ma conduite n'était pas normale. Mais sur le moment, je me trouvais confronté avec un mystère qui, inconsciemment, me semblait d'une grande importance. J'étais décidé à découvrir tout ce que je pourrais sur cette partie apparemment inconnue de la propriété de Bishop. Cependant, je ne pouvais pas m'y attaquer avant le lendemain. D'autre part, si je voulais me frayer un chemin à travers ce tunnel, j'avais besoin d'un matériel que je ne possédais pas dans la villa. Un autre voyage à Aylesbury était inévitable. Je me rendis aussitôt chez Hobart et demandai une pioche et des pelles. Ma requête sembla bouleverser le vieil homme plus que de raison. Il devint pâle et hésita à me servir. « Vous avez l'intention de creuser, monsieur Bates ?» J'opinai en silence. « Cela ne me regarde pas, mais vous aimeriez peut-être savoir que Seth en a fait autant pendant un certain temps. Il a usé 3 ou 4 pelles. » Il se pencha vers moi, les yeux étincelants. « Le plus étrange, c'est que personne n'a jamais trouvé où il avait creusé. » J'étais assez déconcerté par cette information, mais je n'hésitais pas. « La terre autour de la maison me paraît riche et fertile, » dis-je. Il sembla soulagé. « Si vous avez l'intention de jardiner, c'est différent. » Un autre de mes achats le tourmenta. J'avais besoin d'une paire de bottes de cuir pour protéger mes chaussures de la boue qui inondait la plus grande partie du tunnel, sans doute à raison de la proximité des marais. Mais Marsh ne fit pas de commentaire à ce sujet. Alors que je m'apprêtais à partir, il parla à nouveau de Seth. « On ne vous a rien dit d'autre, monsieur Bates? Les gens de la région ne sont pas très bavards. »« Ce ne sont pas des Marsh, » reprit-il en esquissant un sourire. « On dit que Seth était plus un Marsh qu'un Bishop. Les Bishops croyaient au surnaturel, mais les Marsh, jamais. » Je le quittai sur cette curieuse déclaration qui résonna longtemps dans mes oreilles. Maintenant que j'étais équipé en conséquence, j'avais hâte d'être au lendemain pour m'attaquer à nouveau au tunnel. J'étais impatient de retourner dans ce souterrain et de poursuivre mon enquête sur un mystère certainement en rapport avec la légende qui entourait la famille Bishop. Les événements se succédèrent ensuite à un rythme accéléré. 2 faits nouveaux se produisirent au cours de la nuit. Le premier arriva un peu avant l'aube quand je surpris Bud Perkins rôdant à l'extérieur de la maison. Cela m'ennuya vivement, car je m'apprêtais à descendre à la cave. Mais comme je tenais à savoir ce qu'il désirait, j'ouvris la porte et sortis dans la cour à sa rencontre. « Qu'est-ce que vous voulez, Bud ?» demandai-je. « J'ai perdu un mouton, » dit-il laconiquement. « Je ne l'ai pas vu. Il est venu par ici, » répondit-il. « Eh bien, je ne vous empêcherai pas de le chercher. J'espère que toutes ces histoires ne vont pas recommencer. Que voulez-vous dire? Si vous ne le savez pas, ce n'est pas la peine de vous l'apprendre. Si vous le savez, je ferais bien de ne pas en parler. Alors je préfère ne rien dire. » Cette conversation de dupe m'étonna. D'autre part, Bud Perkins me suspectait d'être mêlé à la disparition de son mouton. Et je ne pouvais pas le tolérer. J'ouvris la porte en grand et m'écartai. « Fouillez donc la maison, si vous voulez. » Mais à ces mots, il écarquilla les yeux d'horreur. « Moi, mettre les pieds chez vous » cria-t-il. « Jamais de la vie. Je suis déjà le seul à avoir le courage d'approcher aussi près de la maison.
mais je n'accepterai pas d'y entrer, pour tout l'or du monde. Il n'en est pas question. Vous n'avez rien à craindre, dis-je, incapable de réprimer un sourire devant la frayeur de mon jeune interlocuteur. Ça, c'est vous qui le dites. Mais nous en savons plus que vous. Nous savons ce qui se cache derrière ces murs noirs et qui attendait l'arrivée de quelqu'un, et vous êtes venu. Maintenant, tout recommence comme avant. Sur ces mots, il se retourna et, comme la dernière fois, disparut en courant dans les bois. Quand j'eus constaté qu'il ne revenait pas, j'entrai à nouveau dans la maison. Et là, je fis une découverte qui aurait dû m'alarmer, mais qui me parut seulement curieuse. Sans doute étais-je mal réveillé et seulement à moitié conscient. Les nouvelles bottes que j'avais achetées la veille avaient été utilisées. Elles étaient couvertes de boue. Je savais pourtant que le soir précédent, elles étaient propres et neuves. À leur vue, une conviction grandissante me gagna lentement, sans mettre les bottes. Je descendis dans la cave, me glissai par la brèche ouverte dans le mur et suivis le tunnel jusqu'à l'éboulis qui barrait le passage. J'éprouvais une certitude prémonitoire de découvrir ce que je vis. L'obstacle avait été creusé. L'ouverture était suffisante pour laisser passer un homme. Des traces dans la terre humide avaient manifestement été faites par les bottes que je venais d'acheter. À la lueur de ma torche électrique, leur marque de fabrique était parfaitement visible dans le sol. Je me trouvais en face d'une alternative. Ou bien quelqu'un s'était servi de mes bottes pour creuser le tunnel, ou bien je les avais moi-même utilisées pendant mon sommeil. La deuxième hypothèse semblait s'imposer d'elle-même, car malgré mon impatience, j'étais fatigué à un tel point que je ne pouvais l'expliquer que d'une seule façon. J'avais dû passer, pendant mon sommeil, un certain nombre d'heures de la nuit à creuser ce passage dans le tunnel. Je crois que, au moment où je franchis l'éboulement pour poursuivre ma marche dans le tunnel, je savais d'avance ce que j'allais y découvrir. Des cavernes successives creusées dans le roc, reliées par l'étroit boyau où je progressais, et qui toutes abritaient de vieux autels de pierre sur lesquels avaient été autrefois célébrés des sacrifices non seulement d'animaux, mais aussi d'êtres humains, et au bout du souterrain, une dernière caverne qui ouvrait sur un abîme, au fond duquel miroitait la surface de l'eau. Il s'agissait sans aucun doute de l'Atlantique qui devait parvenir jusque-là par une suite de grottes, communiquant les unes avec les autres. Et je savais aussi d'avance ce que j'allais découvrir au bord de ce gouffre ouvert sur les profondeurs de l'océan. Des touffes de laine, un simple sabot avec le bout d'une patte. Tout ce qui restait d'un mouton encore vivant la nuit précédente. Je me détournai et rebroussai chemin complètement atterré, ne cherchant même pas à savoir comment cette bête avait pu parvenir jusque-là. C'était le mouton de Bud Perkins, j'en étais certain. Il avait été amené dans cette salle souterraine pour subir le même sort que les animaux dont il ne subsistait que quelques ossements devant les autels des cavernes voisines, échelonnés entre ce gouffre aux eaux agitées et la maison que j'avais tout à l'heure laissée derrière moi. Je ne traînais pas longtemps dans la villa. Je me mis en route pour Aylesbury. Je m'y rendais sans but précis, mais je sais maintenant que j'avais hâte d'en apprendre davantage sur les légendes qui couraient sur la maison des Bishops. Mais une fois en ville, je me heurtais à une véritable réprobation des habitants que je rencontrais. Les passants dans la rue évitaient de croiser mon regard ou même me tournaient franchement le dos. Un jeune homme à qui j'avais un jour précédent adressé la parole feignit de ne pas me reconnaître. Même l'attitude d'Obed Marsh avait changé. Il accepta mon argent sans la moindre difficulté, mais son attitude était réservée. Il parut pressé de me voir quitter son magasin aussi vite que possible. Je lui fis clairement comprendre que je ne sortirais pas avant d'avoir entendu ses réponses à un certain nombre de questions. Qu'avais-je fait? Pourquoi ses concitoyens me battaient-ils froid? C'est à cause de la maison, dit-il finalement. Je n'y suis pour rien, répondis-je très mécontent. On raconte quelque chose,
reprit-il. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on raconte? C'est au sujet du mouton de Bud Perkins et de vous. On parle aussi de ce qui se passait du temps de Seth Bishop. Il se pencha un peu plus vers moi et me lança d'une voix rude. On dit même que Seth Bishop est revenu. C'est ridicule. Seth Bishop est mort et enterré depuis longtemps. Il hocha la tête. Une partie de lui, c'est exact, mais il y a une autre partie qui ne l'est peut-être pas. Croyez-moi, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de filer d'ici. Vous en avez encore le temps. Je lui rappelai vertement que j'avais loué la propriété des Bishop pour 4 mois, avec une option pour une année entière. Il répondit que dans ce cas, il n'avait plus rien à me dire. Je le pressai néanmoins de questions sur la vie de Seth Bishop. Tout ce qu'il consentit à me raconter concernait les vagues soupçons de ses voisins. Je le quittai, en gardant une image assez inattendue de Seth, qui paraissait avoir été plus à plaindre qu'à redouter. Il avait été tenu à l'écart dans son inquiétante villa, aussi bien par ses voisins immédiats que par les habitants d'Aylesbury qui le détestaient et le redoutaient tout à la fois, sans qu'il y eût la moindre preuve d'un méfait qu'il aurait commis dans la région. Qu'avait à se reprocher Seth Bishop, à part le dernier crime dont il s'était rendu coupable? Il avait mené une existence recluse, laissant même à l'abandon le jardin de ses ancêtres, sans montrer le moindre intérêt pour la sorcellerie et la magie noire qui avaient fasciné son père et son grand-père, mais se passionnant en revanche jusqu'à l'obsession pour des sciences et une mythologie beaucoup plus anciennes et qui paraissaient aussi ridicules et puériles que la sorcellerie. Un tel phénomène était fréquent dans des régions aussi isolées, surtout au sein de familles aussi peu évoluées que la famille Bishop. Seth avait peut-être trouvé dans les livres de ses ascendants certaines références obscures qui l'avaient incité à se rendre à la bibliothèque miskatonique de l'université d'Arkham, où il avait sans doute entrepris la tâche monumentale de copier des passages entiers d'ouvrages que le règlement interdisait d'emporter hors de la bibliothèque. Cette mythologie qui l'intéressait tellement était une déformation de l'ancienne légende chrétienne. En termes simples, elle racontait les luttes cosmiques qui mettaient aux prises les forces du bien et les forces du mal. Bien qu'il soit difficile de résumer l'histoire en quelques lignes, il semble que les premiers habitants des espaces sidéraux furent des êtres gigantesques, non anthropomorphes, qui s'appelaient les Grands Anciens, et vivaient sur Bételgeuse, dans des temps les plus reculés. Certains dieux du mal se rebellèrent contre les forces du bien. Azathoth, Yog-Sothoth, Stullu l'amphibie, Astur l'inqualifiable, Loigor, Zar, Ithaka, le messager du vent, et les êtres de la terre, Nyarlathotep et Shub-Niggurath. Mais la révolte échoua. Ils furent rejetés et bannis par les grands anciens, qui les condamnèrent à rester sur des étoiles et des planètes lointaines ou à se cacher dans les profondeurs terrestres. Stullu fut envoyé au fond des mers en un lieu appelé Relié. Astur sur une étoile noire près d'Aldébaran dans les Iades. Ithaka dans les étendues glacées de l'Arctique, et d'autres dans des endroits comme Kadath, au cœur d'une région désolée du fond de l'Asie. Depuis cette rébellion, qui est comparable à la révolte de Satan et de ses sujets contre le maître du paradis, les dieux du mal se sont efforcés de reconquérir leur puissance pour vaincre à leur tour les dieux du bien. Ils ont pour cela créé sur la Terre et sur d'autres planètes des êtres qui pourraient leur venir en aide au moment voulu, par exemple les abominables hommes des neiges, ou les êtres des profondeurs, et bien d'autres encore, tous dévoués au service des dieux du mal. Ils se consacrent aujourd'hui à libérer les forces diaboliques qui sont maintenues au fond de leur refuge par l'intervention directe des grands anciens ou par la vigilance des êtres humains armés pour les combats. Voici grossièrement le récit que Seth avait recopié sur son livre, en utilisant de très vieux recueils, souvent semblables et relevant de la plus haute fantaisie. Toutefois, il avait collé sur certaines pages plusieurs articles de journaux
qui présentait un caractère troublant. Il traitait des événements du récif du diable à Innsmouth en 1928, d'un prétendu serpent de mer au lac de Rick dans le Wisconsin, d'atrocités commises au fin fond du Vermont et près de Dunwich. Je supposais me trouver en présence des coïncidences habituelles qui alimentent toujours les légendes les plus invraisemblables. De même, il n'y avait sans doute aucune raison particulière pour que le passage souterrain se dirigeât vers la côte. Il devait être l'œuvre d'un ancêtre de cette Bishop qui ne l'avait reprise à son compte que bien des années plus tard. En résumé, le pauvre Seth me parut avoir été un ignorant, un peu illuminé, et qui s'efforçait de faire progresser ses connaissances dans des directions qui le fascinaient. Il était sans doute superstitieux et crédule, peut-être même un peu simple d'esprit, mais certainement pas diabolique. Ce fut à cette période que je pris conscience d'un fait curieux. Il me semblait sentir la présence de quelqu'un d'autre dans la maison des Bishops, un étranger, qui n'avait rien à faire dans la villa et qui jouait les intrus. Bien qu'il feignît de peindre, il se trouvait là pour m'espionner, j'en étais certain. Je n'eus que des aperçus fugitifs de ce personnage, un reflet dans un miroir ou dans la vitre d'une fenêtre, mais je découvris dans la pièce située au nord-ouest de la demeure la preuve de son travail. Une toile non terminée sur son chevalet, et appuyés au mur quelques tableaux dont la peinture était déjà sèche. Je n'eus pas le temps de me mettre à sa recherche, car celui d'en dessous m'appelait, et chaque nuit je lui apportais de la nourriture. Elle ne lui était pas destinée, car aucun être humain ne savait ce qui lui était nécessaire, mais je nourrissais ceux qui le servaient dans les entrailles de la terre, les êtres des profondeurs. Il surgissait en nageant du fond de la mer et se présentait à moi, paraissant être issu d'un croisement d'humains et de batraciens, avec des mains et des pieds palmés, des bouches aux lèvres minces, démesurément larges, semblables à des bouches de grenouilles, et des yeux glauques, conçus pour les ténèbres des profondeurs sous-marines. Dans des lieux insondables, il servait celui qui attend en rêvant de pouvoir apparaître de nouveau et reprendre possession de son royaume, celui qui espère retrouver sa place sur la terre, comme sur toutes les planètes où il régna avant de se voir exilé par plus fort que lui. Cette impression était peut-être due à la découverte d'un vieux journal personnel que je m'apprêtais à lire comme un trésor jalousement gardé depuis mon enfance. Je l'avais trouvé par hasard dans la cave, à moitié moisi et paraissant avoir été perdu depuis longtemps. Il possédait une grande valeur, car il contenait des révélations qui ne devaient être divulguées à personne. Les premières pages manquaient, déchirées et brûlées sous l'emprise de la frayeur, quand l'auteur des notes n'avait pas encore confiance en lui. Mais toutes les autres étaient intactes et parfaitement lisibles. 8 juin. Je suis allé à la réunion à 8 heures. Nous avons pris le veau des morts. J'ai compté 42 êtres des profondeurs. Il y avait aussi une créature différente des autres. Elle ressemblait à une pieuvre, mais n'en était pas une. La réunion a duré 3 heures. Ce fut le premier article que je découvris. La plupart des suivants traitaient des mêmes sujets. Voyage souterrain, réunions auxquelles assistaient les êtres des profondeurs et occasionnellement d'autres créatures. Au mois de septembre de cette année-là, une catastrophe. 21 septembre. Beaucoup de monde aujourd'hui. Quelque chose de terrible vient d'arriver au récif du diable. Un de ces vieux fous d'Innsmouth a parlé. L'armée a envoyé des sous-marins pour faire sauter le récif et les bâtiments en bordure de mer. Les marches ont pu s'enfuir, pour la plupart. Les êtres des profondeurs ont vu un grand nombre des leurs se faire tuer. Les charges explosives n'ont jamais atteint Lié, où il attend en rêvant. 22 septembre. D'autres détails sur Innsmouth. 371 êtres des profondeurs ont trouvé la mort. Les autres ont pu fuir. Tous ceux qui ont été prévenus par les marches ont dit que les rescapés du clan des marches ont filé vers Ponap. 3 êtres des profondeurs venant de cet endroit sont arrivés ce soir. Ils ont dit qu'ils se rappelaient l'apparition du vieux capitaine Marche et le contrat qu'il avait conclu avec eux. Il avait épousé une des leurs et avait eu des enfants, qui étaient donc le résultat du croisement d'un humain et d'un être des profondeurs.
Cet événement avait marqué le clan des Marches pour toujours. Depuis lors, les bateaux des Marches étaient devenus les meilleurs. Leur entreprise s'était développée plus qu'ils ne l'avaient jamais rêvé. Leur famille était devenue rapidement l'une des plus importantes d'Innsmouth. Ils vivaient dans leur villa durant la journée et accompagnaient les êtres des profondeurs la nuit venue. Les propriétés des Marches à Innsmouth ont été incendiées, donc l'armée avait appris la vérité. Mais les Marches reviendront un jour, prétendent les êtres des profondeurs, et tout recommencera quand le grand ancien surgira à nouveau du fond des mers. 23 septembre, terrible destruction à Innsmouth. 24 septembre, il faudra des années pour réparer les refuges d'Innsmouth. Rien ne se fera avant le retour des Marches. Les voisins peuvent raconter ce qu'ils veulent au sujet de Seth Bishop. Il n'était pas un imbécile. Ce journal n'était pas l'œuvre d'un ignorant. Son travail à la bibliothèque de l'université miskatonic n'avait pas été inutile. Il était le seul de cette région à avoir compris ce qui se cachait dans les profondeurs sous-marines de l'Atlantique. Personne d'autre ne soupçonnait. Voilà ma principale préoccupation, le résumé de mes activités diurnes à la villa. J'y pensais sans cesse et je vivais en conséquence. Et la nuit, quand l'obscurité avait envahi la maison, je pressentais encore plus fortement l'imminence d'un événement important. Mais inconsciemment, je rejetais ce qui allait arriver. Comment pouvait-il en être autrement? Je savais maintenant pourquoi les meubles se trouvaient sous la véranda. Les êtres des profondeurs avaient commencé à emprunter le tunnel et à envahir la maison. Ils étaient amphibies. Ils avaient peu à peu poussé les meubles à l'extérieur, et Seth n'avait jamais pris la peine de remettre ces derniers à leur place. Chaque fois que je m'éloignais de la maison, il me semblait la voir dans ses perspectives correctes, ce qui m'était impossible quand je l'habitais. L'attitude de mes voisins était maintenant menaçante. Non seulement Bud Perkins venait toujours surveiller la villa, mais je voyais aussi les Bowden, les morts et certains de leurs concitoyens. Je laissais entrer sans le moindre commentaire ceux qu'ils désiraient. Bud s'y refusait toujours, ainsi que les Bowden, mais les autres cherchaient en vain ce qu'ils s'attendaient à trouver et ne découvraient jamais. Qu'espérait-il donc apercevoir? Certainement pas les vaches, les poulets, les cochons et les moutons qui leur avaient été dérobés. Que voulait-il que j'en fasse? Je leur montrais ma façon de vivre et ils regardaient mes toiles. Ils repartaient doucement, hochant la tête et ne semblant pas convaincus. Que pouvais-je faire de plus? Je savais qu'ils me craignaient autant qu'ils me détestaient et qu'ils préféraient rester loin de la maison. Néanmoins, ils me gênaient. Certains matins, je me réveillais vers midi complètement épuisé, avec l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit. Le plus troublant, c'était que parfois, je me retrouvais habillé, alors que je pouvais jurer m'être dévêtu pour me coucher. Il m'arrivait même de me réveiller les mains rouges, de sang séché. J'avais peur de me rendre dans le tunnel pendant la journée, mais je finis par m'y contraindre. Je descendis avec ma lampe électrique et examinai soigneusement le sol du tunnel. Aux endroits où la terre était molle, je découvris des traces de pas qui indiquaient que de nombreuses allées et venues avaient été effectuées. La plupart de ces traces étaient des empreintes de pieds humains, mais d'autres étaient inquiétantes. Elles me firent penser à des pieds nus, dont les doigts auraient été reliés par une mince couche de peau, comme des pieds palmés. J'avoue avoir détourné en frissonnant le faisceau de ma lampe. Ce que je découvris à l'extrémité du tunnel, au bord du gouffre ouvert sur l'océan, me fit rapidement rebrousser chemin. Quelque chose avait surgi de l'eau et avait escaladé la falaise. J'en voyais nettement les empreintes. Je compris tout de suite quelles atrocités avaient été commises en apercevant à la lueur de ma torche de nombreux ossements. Je savais que mes voisins ne pourraient pas se contrôler encore longtemps. La paix ne régnerait jamais dans cette maison ni dans la vallée. Les vieilles haines, les vieilles inimitiés persistaient et se cristallisaient sur ce lieu maudit. Je perdis rapidement toute notion du temps. J'existais dans un autre monde, relié au nôtre par cette maison dans la vallée,
qui constituait une entrée dans ce royaume caché. Je ne saurais dire depuis combien de temps j'habitais cette villa, peut-être 6 semaines, peut-être 6 mois, lorsqu'un jour, le shérif du comté, accompagné de 2 de ses adjoints, se présenta chez moi muni d'un mandat d'arrêt. Le policier m'expliqua qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser, mais qu'il désirait me poser un certain nombre de questions, et que, si je refusais de le suivre, il serait obligé de s'en servir. Il me précisa qu'il se fondait sur des accusations précises, bien que leur nature lui semblât quelque peu exagérée et parfois sans fondement. J'acceptai donc de le suivre jusqu'à Arkham. Je me sentis étonnamment à l'aise et en sécurité dans cette ancienne ville aux 3 ans croupe. Le shérif était un homme aimable qui s'était présenté à la villa sur l'insistance de mes voisins, j'en étais certain. Il s'excusa presque quand je m'assis en face de lui dans son bureau avec un adjoint prêt à noter notre conversation. Il commença par me demander si j'étais sorti de ma maison au cours de la nuit précédente. « Non, pas à ma connaissance, répondis-je. »« Vous ne seriez tout de même pas sorti sans le savoir. »« Si je dormais, je ne m'en souviendrais pas. »« Vous avez l'habitude de sortir la nuit en dormant ?»« Avant mon arrivée dans cette région, non. Maintenant, je l'ignore. » Il me posa de nombreuses questions anodines, évitant toujours de me préciser la raison de cet interrogatoire. Mais il finit par y venir. Des animaux sauvages avaient attaqué un troupeau parqué dans un pré. À l'exception de 2 d'entre elles, toutes les vaches avaient été littéralement mises en pièces. Or, il semblait que ces animaux sauvages étaient dirigés par un homme. Le troupeau appartenait à un nommé Sereno Mowell, et c'était ce dernier qui m'avait accusé, appuyé par Bud Perkins, qui s'était montré encore plus insistant que lui. Une fois formulée, l'accusation semblait encore plus ridicule. Le shérif se rendit compte lui-même, car il se montra un peu plus affable. J'eus beaucoup de mal à ne pas lui éclater de rire au nez. Pour quelle raison aurais-je commis un tel acte de folie? Et quels animaux aurais-je pu commander? Je n'en possédais aucun, pas même un chien ou un chat. Néanmoins, le shérif poursuivit poliment son interrogatoire. Quelle était l'origine des éraflures qu'il apercevait sur mon bras? Je les remarquai moi-même pour la première fois. Il les regardait pensivement. J'avais peut-être cueilli des mûres. Je m'en souvins, effectivement, et le lui appris. Mais j'ajoutai aussitôt que je ne me rappelais pas m'être égratigné. Ces derniers mots semblèrent soulager le shérif. Il me confia que l'enclos où les vaches avaient été attaquées était bordé de ronces. La coïncidence avec mes égratignures ne pouvait manquer de frapper, et c'était pourquoi il m'avait questionné à ce sujet. Cependant, il parut satisfait de voir que je n'étais pas différent de ce que je prétendais être, et il se montra beaucoup plus loquace. J'appris ainsi qu'il avait été chargé autrefois d'enquêter sur un événement semblable. À cette époque, l'accusation avait été formulée contre Seth Bishop, mais comme aujourd'hui, elle n'avait comporté aucune suite. La maison des Bishop avait été fouillée sans qu'aucun indice n'y fût découvert. L'accusation était si vague que personne ne fut envoyé devant un tribunal. On ne juge pas un homme sur de simples soupçons des voisins. Quand je lui assurai être prêt à laisser fouiller la maison, il esquissa un sourire et m'apprit, avec toutes les précautions possibles, qu'elle l'avait été de fond en comble pendant qu'il m'interrogeait. Cette fois encore, ces hommes n'avaient rien découvert. Néanmoins, je me sentais troublé et mal à l'aise en regagnant la propriété. Je tentais de rester réveillé dans l'attente d'un événement quelconque, mais je finis par succomber au sommeil. Je m'endormis, non pas dans ma chambre, mais dans le débarras, l'étrange et terrible livre de Seth Bishop à la main. Je rêvais à nouveau cette nuit-là, pour la première fois depuis mon cauchemar initial. Et cette fois encore, je rêvais d'une gigantesque créature amorphe qui surgissait de l'eau noirâtre de la caverne au fond du tunnel sous la maison. Mais cette fois,
Cette créature n'était pas seulement une vague silhouette imprécise dessinée par le brouillard, non, elle était horriblement réelle, faite d'une chair qui semblait avoir été conçue à partir d'une roche ancienne, une énorme masse de matière surmontée d'une tête sans cou et d'où partait un certain nombre de tentacules qui atteignaient une singulière longueur. Cette créature surgit donc de l'eau, alors que tout autour, les êtres des profondeurs lui criaient leur adoration et leur obéissance. Et j'entendis à nouveau s'élever cette merveilleuse musique mystérieuse qui accompagnait son apparition, tandis que des milliers de gorges batraciennes hurlaient pour lui rendre hommage. Ia, ia, stuluftagun. Et une fois de plus, j'entendis ces bruits de pas sous la maison, dans les entrailles de la terre. Je me réveillais à ce stade de mon rêve, mais à mon grand effroi, je percevais toujours les bruits de pas souterrains. Je sentais le tremblement des murs de la maison et même du sol. J'entendais aussi cette musique incroyable diminuer lentement, comme si ses auteurs s'éloignaient au plus profond de la terre. Affolé, je me ruais à l'extérieur de la maison, courant aveuglément pour m'éloigner le plus vite possible. Mais je dus affronter un autre danger. Bud Perkins se dressa sur mon chemin, une arme braquée sur moi. « Où comptez-vous aller ?» demanda-t-il. Je m'arrêtai brusquement, ne sachant quoi répondre. Derrière moi, la maison était maintenant devenue silencieuse. « Nulle part, dis-je finalement. Puis ma curiosité l'emporta sur mon dégoût envers ce voisin trop curieux. « Avez-vous entendu quelque chose, Bud ?» Tout le monde l'entend depuis des nuits et des nuits. Nous avons organisé un tour de garde. Je n'en suis pas responsable, dis-je. Il n'y a personne d'autre dans la maison, répondit-il laconiquement. Je pouvais sentir son animosité. Cela se produisait déjà quand cette Bishop habitait ici. Rien ne nous prouve qu'il ne soit pas encore là. Ces dernières paroles me glacèrent curieusement le sang. À cet instant, la maison, malgré son atmosphère de terreur, me parut moins redoutable que les ténèbres environnantes, où se cachaient Bud et les voisins, prêts à tirer sur tout ce qui bougerait. Ces hommes me semblèrent plus dangereux que tout ce qui pourrait se passer à l'intérieur des murs noirs de la villa. Seth Bishop avait peut-être affronté lui aussi la haine de ses voisins, et il avait peut-être tout simplement entassé les meubles à l'extérieur pour se protéger des balles. Je retournai à la maison sans ajouter un mot. À l'intérieur, tout était calme maintenant. Il n'y avait plus le moindre bruit. J'avais tout d'abord trouvé anormal de ne voir ni rats ni souris dans une maison abandonnée, sachant que ces rongeurs ne mettent pas longtemps à s'installer dans une demeure. J'en avais été heureusement surpris. Ce soir-là, je crois que j'aurais accueilli avec plaisir la moindre manifestation de leur part. Mais rien ne se produisit. Il ne régnait qu'un silence pesant, mortel, comme si la maison elle-même craignait de faire le moindre bruit et d'inquiéter les hommes qui se tenaient à l'extérieur, prêts à affronter une force qu'ils ne connaissaient pas. Je ne m'endormis que très tard cette nuit-là. Comme je l'ai déjà écrit, je ne possédais plus très bien à cette époque la notion du temps qui passait. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, il s'écoula une trêve de près d'un mois après cette nuit agitée. Je découvris que les gardes avaient peu à peu abandonné leur faction. Seul Bud Perkins ne capitulait pas et surveillait la maison nuit après nuit. Il s'était sans doute passé encore 5 semaines quand je me réveillai une nuit et me retrouvai dans le tunnel sous la maison, revenant de la dernière caverne et marchant en direction de la cave. J'avais été réveillé par un bruit anormal, un hurlement, qui n'avait pu être poussé que par un être humain, loin derrière moi. J'écoutais, en proie à une terreur incoercible, incapable de faire le moindre mouvement, alors que le hurlement montait et se prolongeait, avant de se briser horriblement. Je restai immobile pendant un long moment, ne pouvant ni avancer ni reculer,
attendant la reprise de ce cri terrifiant. Mais il ne se produisit plus rien. Je retournai enfin dans ma chambre et m'écroulai, exténué, sur mon lit. Je me réveillai le lendemain en redoutant le pire. Mes craintes se confirmèrent vers le milieu de la matinée. Je vis approcher un groupe d'hommes et de femmes, au visage haineux et dont la plupart portaient une arme. Les nouveaux arrivants étaient heureusement conduits par un adjoint du shérif qui parvenait partiellement à les calmer. Bien qu'il ne fût pas muni d'un mandat de perquisition, il demanda à fouiller la maison. Face à une telle foule, refuser eût été une folie. Je ne le tentais même pas. Je sortis et laissai la porte grande ouverte derrière moi. Les villageois se précipitèrent à l'intérieur de la villa. Je pouvais les entendre courir de pièce en pièce, de haut en bas, et déplacer tout ce qui les gênait. Je ne protestais pas, car j'étais surveillé de près par 3 hommes, dont Obed Marsh, le commerçant d'Aylesbury. Ce fut à lui que je m'adressai finalement d'une voix que je voulais très calme. « Pourriez-vous me dire ce qui se passe? »« Vous prétendez ne rien savoir ?» demanda-t-il d'un air méprisant. « Exactement. Le fils de Jared Moore a disparu la nuit dernière. Il avait participé à une fête de l'école. Il est rentré seul par la route. Il devait passer par ici. » Je ne trouvais rien à répondre. Il croyait manifestement que le garçon était caché quelque part dans la maison. Je désirais protester, mais je ne pouvais pas m'empêcher de songer à l'horrible cri qui m'avait glacé d'horreur dans le tunnel. J'ignorais le nom de son auteur, et je savais maintenant que je ne tenais pas à le découvrir. Je pensais que ces fous ne trouveraient pas l'entrée du tunnel, car elle était habilement masquée par les rayonnages dans le mur de la plus petite cave. Mais mon cœur sembla cesser de battre pendant toute la durée de la fouille. Je ne me faisais aucune illusion sur mon sort si quelqu'un trouvait un vêtement ou un objet qui eût appartenu au petit garçon. Encore une fois, la Providence empêcha toute découverte. Mais devais-je en redouter une? J'espérais que mes craintes étaient sans fondement. En vérité, je n'en savais rien, mais d'horribles doutes commençaient à m'assaillir. Comment étais-je venu dans le tunnel? À quel moment? Quand je m'étais réveillé, je revenais du bord du gouffre. Qu'avais-je été y faire? Et qu'avais-je laissé derrière moi? Par groupe de 2 ou 3, les villageois ressortirent les mains vides de la maison. Toute agressivité et toute colère avaient disparu de leur visage. Mais ils étaient malheureux et désorientés. Ils s'étaient attendus à découvrir quelque chose, et ils étaient profondément déçus. Si l'enfant qui avait disparu n'avait pas été conduit dans la villa des Bishops, personne ne voyait où il pouvait être caché. Appelés par l'adjoint du shérif qui les avait amenés, les intrus s'éloignaient maintenant de la maison et commençaient à se disperser. Seuls Bud Perkins et une poignée d'hommes aussi bornés que lui restèrent pour monter la garde. Pendant plusieurs jours, j'eus à affronter la haine des habitants de la vallée envers la villa des Bishops et son seul occupant. Puis vint une période de relative tranquillité. Ensuite, cette dernière nuit de catastrophe. Tout commença par une faible manifestation. Quelque chose bougeait dans la maison. Je suppose que j'en fus inconsciemment averti avant même d'avoir entendu quoi que ce fût. J'étais en train de parcourir, dans ce diabolique ouvrage de Seth Bishop, une page consacrée au sujet du grand Stoulou, les êtres des profondeurs, qui dévoraient des animaux vivants pour réchauffer leur corps froid et reprenaient force et vigueur en pratiquant cette forme de cannibalisme. Je lisais ce récit, quand tout d'un coup je pris conscience d'un événement souterrain, comme si la terre elle-même s'animait et tremblait légèrement selon des mouvements rythmiques, tandis que, immédiatement, je perçus au loin une faible musique, semblable à celle que j'avais entendue lors de mon premier rêve dans cette maison, jouée par des instruments inconnus sur terre, mais me faisant songer à un concert de flûte ou de pipeau, et accompagnée une fois encore d'incantations poussées par des gorges d'entités vivantes.
Je ne peux décrire l'effet que cette découverte provoqua sur moi. J'étais encore sous l'empire des événements des semaines écoulées et conditionné pour réagir si une telle occasion se présentait. Avec enthousiasme, je décidai sur le champ de me mettre le plus tôt possible au service de celui qui attendait sous la maison. Comme dans un rêve, j'éteignis la lumière du débarras et me glissai dans les ténèbres pour éviter de donner l'éveil aux ennemis qui guettaient au dehors. Cependant, la musique était trop faible pour être perçue de l'extérieur de la maison. Il ne m'était pas possible de savoir combien de temps elle le resterait. Alors je m'empressai d'aller accomplir la tâche que l'on attendait de moi, avant que l'ennemi ne sût que les occupants des profondes eaux du gouffre allaient surgir dans la maison de la vallée. Mais je ne me rendis pas à la cave. Comme si je suivais un plan établi auparavant, je me glissai dehors par la porte de derrière pour me fondre au milieu des arbres du bois voisin. J'avançai précautionneusement vers un but bien défini. Quelque part devant moi, Bud Perkins montait la gare. Je ne suis pas certain de ce qui se produisit ensuite. Ce fut un cauchemar, sans aucun doute. Je n'avais pas encore atteint Bud Perkins que 2 coups de feu retentirent. C'était le signal pour avertir ses amis. Je me trouvais à moins d'1 mètre de lui dans les ténèbres, et les balles me frôlèrent. Lui aussi avait entendu les bruits qui provenaient des entrailles de la terre, car je les percevais maintenant aussi nettement qu'à l'intérieur. Voilà tout ce dont je me souviens clairement. Ce sont les événements qui suivirent qui sont flous, même encore aujourd'hui. La foule est revenue. Si les hommes du shérif n'avaient pas été là, je n'aurais pas survécu pour rédiger ma déposition. Je revois cette meute déchaînée et les villageois mettant le feu à la villa. J'y étais rentré, mais je dus en ressortir en hâte pour échapper à l'incendie. De l'endroit où je me trouvais, non seulement je vis les flammes dévorer la maison, mais encore je distinguais par intervalles les êtres des profondeurs qui hurlaient désespérément avant de disparaître dans cet horrible brasier. Et enfin, cette gigantesque créature qui se dressa au milieu du feu en agitant ses tentacules avant de retomber finalement dans ce gouffre infernal en une longue et sinueuse colonne de chair pour s'évanouir sans laisser la moindre trace. Ce fut à cet instant que l'un de mes voisins jeta de la dynamite dans la maison en feu. Mais le bruit de l'explosion ne s'était pas encore tu que j'entendis, comme tous ceux qui entouraient la villa, une voix qui chantait dans la nuit. Elle annonçait au monde entier que le grand Cthulhu continuerait à attendre en rêvant dans le refuge subaquatique de Hurlier. Ils prétendirent que je me tenais près du cadavre déchiqueté de Bud Perkins, et ils me rendirent responsable de toutes sortes d'ignominies. Ils devaient pourtant avoir aperçu comme moi les êtres qui se tordaient au milieu des flammes. Ils affirmèrent le contraire et dirent qu'ils n'y avaient vu que moi. Ce dont ils m'accusèrent est trop horrible pour être transcrit. Ce sont des visions de leurs esprits obtus et haineux, car ils ne peuvent tout de même pas nier une évidence. Ils témoignèrent contre moi au procès et décidèrent de mon sort. Ils savent certainement que je ne suis pas responsable des atrocités qui me sont reprochées. Ils savent aussi que Seth Bishop avait pris possession de mon corps et revivait à travers moi, me dictant ma conduite et formant ce lien indissoluble avec les créatures des profondeurs, me forçant à leur porter leur nourriture, tout comme au jour où il menait sa propre existence et la mettait à leur service. Il avait rejoint les êtres des profondeurs.
mais les innombrables créatures qui se terraient quelque part dans le monde. C'est lui, le responsable des méfaits qui me sont reprochés. La disparition du mouton de Bud Perkins, celle du fils de Jared Moore et de toutes les bêtes enlevées, et enfin, la mort de Bud Perkins lui-même. J'ai fait croire à tout le monde que je suis le coupable. C'est faux. J'accuse Seth Bishop d'être revenu du néant pour servir ces créatures monstrueuses qui ont surgi du fond des mers par le puits de la caverne. Seth Bishop, qui avait découvert leur existence, qui leur avait frayé un chemin jusqu'à la surface et qui leur avait consacré sa vie et la mienne. Seth Bishop, qui se cache peut-être dans les profondeurs terrestres, sous les ruines de sa maison, guettant une autre victime qu'il annexera pour les servir jusqu'à la fin des temps.